Le domaine dans lequel je suis aujourd'hui est devenu une passion, mais ne l'était clairement pas au début. Quand j'ai démarré Subeco, je me suis dit, voilà, je vais développer ça 2, 3, 4 ans, je revends, je fais autre chose. Bah, tu vois, je suis là après 10 ans. Avant Subeco, il y avait ces 180 francs d'exonérés. L'entrepreneur, il faisait comment? Surtout dans les très grosses boîtes, ça devait être super chiant à gérer. On était en France, on avait accès au ticket resto, au chèque repas, au chèque déjeuner, au chèque vacances, au chèque cadeau, au comité d'entreprise et autres. Puis je mais c'est quoi ce monde-là? 150 francs net dans la poche d'un collaborateur, c'est mettre le double. Faut arrêter de croire que la Suisse est un paradis fiscal, c'est pas vrai. Je te donne ta chance, tu fais 6 mois, ça marche, tu restes, ça marche pas, tu pars. Puis après ça, ben voilà, j'ai fait 5 ans chez Altran. Je peux me barrer en plein milieu de l'après-midi si ça me chante, l'argent va rentrer, y a pas de souci. En fait, moi j'ai galéré pendant que toi t'étais en vacances, etc. Le chemin fait partie du jeu. Il faut dire merci quand il y a des critiques constructives qui arrivent, même si c'est dur, parfois très dur, parce qu'en fin de compte, tu te dis putain, j'ai travaillé comme un malade pour ce truc-là, puis on est en train de me dire que c'est de la merde. Imaginez, vous avez une vingtaine d'années. Vous venez de finir vos études de droit. Et au lieu de rejoindre un cabinet d'avocats bien établi, vous décidez de lancer votre première entreprise dans le yachting. Vous bossez comme un fou pendant quelques années. Vous commencez à signer des clients, des horlogers, des banques privées. Et puis un matin de septembre 2008, vous allumez la télé. Lehman Brothers s'effondre. La crise des subprimes déferle sur le monde. Les marchés paniquent. Le monde de la finance regarde s'effondrer l'une des plus vieilles banques d'affaires américaines. Lehman Brothers, eh bien c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Pas de ruines, mais des millions de ruinés. Employés et traders s'en vont avec leurs cartons. 3000 familles se retrouvent à la rue tous les mois. Et vous essayez de vendre des yachts de luxe en pleine tempête financière mondiale. L'invité d'aujourd'hui, c'est cet homme-là. Il dirige aujourd'hui Subeco, qui aide plusieurs centaines de milliers de collaborateurs suisses à améliorer leur pouvoir d'achat de manière fiscalement optimisée. Mais avant ça, il a eu cette première aventure. C'est ce qu'on va raconter dans cet épisode de Swiss Founder. Bonne écoute. En plus, tu as fait du droit. J'ai fait du droit. Donc, pour quelqu'un qui a fait du droit, parce que je vois quand même... ça se voit que ça fait longtemps que tu n'en fais plus vraiment. Même si ton job... ouais, ça commence bien. C'est un bourbier, ça. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un péjoratif, mais je vois beaucoup de gens qui sortent d'école de droit ou alors qui font quelques années en droit et ils sont très... faut absolument faire super attention à ce que je dis. En fait, on dirait que leur vie, c'est un contrat de travail, quoi. Ils sont en contrat permanent. Ouais. Et ce qui n'a pas l'air d'être ton cas. Alors non, c'est vrai qu'en fait, je crois que le premier jour où j'ai étudié, où je suis arrivé à Fribourg en droit, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Donc je savais assez bien dès le départ que je n'allais pas rester toute ma vie dans ce domaine. Je voyais surtout autour de moi des gens qui étaient bien meilleurs que moi dans le domaine. Okay. Après ça, c'est vrai que mon rôle aujourd'hui fait que je suis très exposé à des contrats, donc je passe pas mal de temps à faire notamment du droit du contrat. Mais je suis très heureux depuis le début de l'année. J'ai un Head of Legal et ça me décharge beaucoup. Donc voilà. Donc un Head of Legal, ça veut dire c'est la personne qui scrute tous les contrats, qui va checker. Parce que tu dis qu'il y a beaucoup de droits chez Subeco. Disons qu'on a beaucoup de clients, on a beaucoup de fournisseurs, beaucoup de partenaires. Forcément. On travaille avec des sociétés importantes, pas toutes, mais on a de la chance d'avoir des très beaux clients où le contrat standard qu'on leur propose est rarement accepté comme tel, donc il y a pas mal de négociations. Donc en effet, c'est que jusque-là, j'étais assez livré à moi-même là-dessus. Après ça, il y a pas mal on a tout un aspect, tout un volet. On est plutôt une fintech, si tu veux, on est un intermédiaire financier. Selon la FINMA, et donc du coup il y a pas mal de besoins de compliance, si tu veux, entre ce qu'on fait et la loi. Il y a tout un volet où on a des rulings fiscaux et assurances sociales aussi, donc c'est vrai que autour de l'activité de Subeco qui est relativement simple, c'est des avantages pour collaborateurs, il y a pas mal de complexité d'un point de vue compliance et légal. Donc quand tu sors de l'université de Fribourg avec un master en droit, je dis monsieur, moi j'ai pas de diplôme, donc tout ça c'est des choses toujours qui m'émerveillent. Un master, c'est beau sur un CV. Ouais, écoute, ça fait du bien sur le moment où tu le passes. Ouais. C'est satisfaisant. Et tu lances une première entreprise dans le yachting. Exactement. Et comme je le disais dans l'intro, ce sera dit dans l'intro, tu l'as lancé vraiment au meilleur moment. Bien sûr, c'est une blague parce que c'était pas du tout tellement le bon moment. Et moi, j'aimerais comprendre, t'as fait du droit, mais comment cette idée est née? Parce que ça sort de la tête de quelqu'un en école de commerce, peut-être, mais quelqu'un qui fait du droit, pas forcément. Donc, d'où vient cette idée de dire, tiens, je vais lancer une boîte dans le yachting? C'est comme je disais, en fin de compte, j'ai eu la chance de faire 5 ans de droit entre le bachelor et master. J'ai assez vite compris
que j'allais pas avoir une carrière, disons, classique de quelqu'un qui termine le droit. Alors, il n'y a pas vraiment de carrière classique, mais de faire de l'école d'avocature, de faire son brevet, etc., c'est quelque chose qui faisait pas partie de mes choix premiers. Et j'avais constamment des idées de business à développer. Enfin, c'était vraiment, ça m'habitait tout le temps. Et puis, c'est vrai que je suis un passionné de bateaux. Et je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, tu avais déjà des plateformes d'achat-vente de voitures, de plein d'autres choses. Il y avait des plateformes d'achat-vente location de bateaux, mais tout genre. Et en fin de compte, je me suis dit, il y avait l'émergence vraiment du yachting de luxe assez haut de gamme. Et je me suis dit, ce serait pas mal de faire une plateforme qui est vraiment réservée au haut de gamme. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Yachting Agent. Okay. C'était ça venait en fin de compte d'une passion pour commencer, et puis de l'envie d'entreprendre. Donc tu as eu plein d'idées, mais tu as choisi quand même celle-ci. Donc c'est le point commun, en fait, c'est la passion finalement. Exact. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui lancent des premières boîtes qui sont souvent des boîtes passion. Il y a un peu, entre guillemets, je mets des guillemets, mais cette naïveté Total. D'imaginer qu'on va monétiser sa passion. On va dire, tiens, je vais prendre la passion. Et après, avec l'expérience, alors des fois, on a des coups de bol. Il y a des gens qui ont la passion, le bon timing, la chance et tout qui s'articule bien. Bon, en général, ça se passe pas comme ça. Mais très souvent, c'est les premiers business passion. Donc là, c'était le cas. Et en fait, donc, quand tu lances cette boîte de yachting, on est aux alentours de 2008. Donc, c'est les Lehman Brothers qui tombent. C'est la crise des subprimes. Donc, c'est une des plus grandes crises qu'on a eues dans les 30 dernières années. Et le timing était quand même assez particulier. Donc, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu t'es dit... est-ce que tu étais à ce point-là naïf de te dire « Non, mais on s'en fout, c'est pas grave » ? Ou tu t'es dit « Bon, là, quand même, pas bon timing ». Non, je l'ai assez vite ressenti que c'était pas le bon timing. Alors, c'est vrai que le côté lune de miel où je me suis dit « C'est trop cool, je vais pouvoir entreprendre », j'avais négocié avec mes parents de pouvoir rester à la maison encore une année. Mon papa m'avait mis à disposition un petit capital pour que je puisse démarrer cette entreprise. Et donc, du coup, je l'ai pris comme une grande chance et j'ai franchement adoré faire ce que je faisais. C'était génial. Mais je me suis assez vite rendu compte que je n'allais pas pouvoir joindre les deux bouts comme ça. Je me suis baladé sur pas mal de salons nautiques où on sentait que l'ambiance était plutôt morose par rapport aux autres années. Comme de nouveau, c'était une passion. Juste avant. C'est quelque chose que je faisais depuis déjà plusieurs années où on sentait l'euphorie. Et là, c'était plus du tout l'euphorie. Et donc, du coup, très rapidement après avoir créé ma société, j'ai commencé à aller chercher un boulot parce que je me suis dit, OK, il va falloir que je puisse tout simplement subvenir à mes besoins. Donc, voilà. Tu l'as pris vraiment comme une expérience finalement. Tu t'es dit, bon, cette idée, elle va peut-être pas aller au bout, tant pis, mais au moins, j'expérimente, en attendant, je cherche un job. Exact. D'essayer de concilier les deux. Pour moi, c'était une certitude, en revanche, que j'allais revenir vers l'entrepreneuriat. Okay. Je savais pas quand, je savais pas quelle idée, et je sais que je me suis jamais fait la réflexion de ce côté entrepreneur passion versus partir dans un domaine qui n'est pas une passion. On parlera sans doute de ce que je fais aujourd'hui, mais le domaine dans lequel je suis aujourd'hui est devenu une passion, mais ne l'était clairement pas au début. Ouais. Donc c'est vrai que moi, c'est vrai que le Yachting Agent, le domaine en tout cas venait d'un domaine passion, parce que j'avais 22 ans. T'as peur de rien, tu te dis que j'avais personne à charge, oui. Tu te dis au pire c'est pas très grave, j'ai pas grand chose à perdre, autant aller apprendre. Quoi. Et autour de toi, ta famille, tes proches, ils ont pensé quoi de cette période Et du coup, je crois qu'il y avait tout le monde qui était plutôt enthousiaste en fin de compte que je me lance. C'est vrai que l'entrepreneuriat est quand même assez bien vu et vécu. Je veux dire, après ça, l'échec pour beaucoup est mal vécu, mais non, mes parents étaient clairement des fervents supporters. Ma copine de l'époque, qui est ma femme aujourd'hui aussi. Et donc, du coup, pour moi, il n'y avait pas vraiment de frein. C'était écoute, essaye. Puis c'est vrai que j'avais cette chance-là. Il faut le dire, je n'avais pas besoin d'un job tout de suite à la sortie de mes études. Oui. Ce qui faisait que je pouvais me permettre de démarrer, de faire ce test, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a duré ces quelques mois, et c'était vraiment, vraiment passionnant. J'ai tenté de le faire vivre conjointement avec le job que j'ai trouvé par la suite, mais franchement, c'était impossible. Et je me suis vite rendu compte que si je voulais vraiment lui donner des chances, il fallait que je parte en levée de fonds, il fallait que je me lance à fond dedans. Et je crois que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait que j'allais apprendre ailleurs, que j'avais pas d'expérience de structure de société et autres. Et donc, je pense que c'est une bonne opportunité de se dire, OK, ça fait pas trop mal de dire au revoir maintenant, et on reprendra ça plus tard. Donc, peut-être que ça va revenir un jour. Mais peut-être ça va revenir un jour. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Ouais. Après cette première expérience, tu rejoins Altran. Donc, comme tu as dit, tu reviens au monde du salariat. Alors, en fait, entre deux...
Ah, il y a quand même une Il petite y, histoire. il y a eu un entre-deux, c'est qu'entre-deux, en fait, justement, fin 2008, début 2009, très compliqué, le marché de l'emploi très compliqué. Oui. Je venais de sortir de mes études, enfin, j'avais cette faible expérience entrepreneuriale, mais quoi qu'il en soit. Et donc, du coup, en fin de compte, je me mets à chercher du travail. Et là où je trouve, totalement par hasard, c'est dans une trust company, donc c'est une société qui fait de la structuration de sociétés offshore, onshore, avoir un peu comme une fiduciaire si on veut bien, Oui. dont qui se trouvait, enfin dont la maison mère est à Curaçao dans les Antilles néerlandaises, Ok. qui a des bureaux un peu partout dans le monde, mais la maison mère là-bas. Et en fin de compte, le patron m'a dit, bah, écoute, j'aimerais bien que tu commences par la maison mère avant de pouvoir bourlinguer dans d'autres bureaux dans le monde. Donc en fait, je pars à Curaçao pendant 1 année et demie. Ok. En fait, et je passe ma vie entre Curaçao et Miami. J'essaie de faire survivre Yachting Agent tant bien que mal à côté, et puis je m'en rends bien On compte est dans que c'est pas Miami possible. Vice. Voilà, mais je passe ma vie entre voilà, les Caraïbes et Miami pendant presque 2 ans. Ok. Avant de revenir, et là en effet, je repars chez Altran. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu quand j'ai fait mes recherches. Je pense C'est que sur LinkedIn. C'est sur LinkedIn. Bon. Il Pas m'a- grave. Ouais. Alors, après, ça dépend quel est le niveau de détail que tu peux mettre. Ouais. C'est dans les expériences, etc. Ouais. Et ok, donc avant Altran, on a eu cette expérience-là. Et ensuite, tu as rejoint Altran. Exact. Donc, c'est ta deuxième aventure. Parce que, mais moi, j'ai une question toute bête. C'est pourquoi cette boîte qui était au Curaçao, Ouais. ça n'a pas poursuivi? Pourquoi tu es passé chez Altran? Alors, en fait, du coup, comme je disais, en fin de compte, quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais avec ma copine qui est ma femme actuellement. Du coup, on a vécu pendant 2 ans une relation longue distance, ce qui se passe plutôt bien, visiblement. Oui. Mais il y a un moment donné où c'était fort. Voilà, c'est soit elle me rejoignait là-bas, soit je revenais en Suisse. Ouais. Au début, elle était plutôt ouverte à se dire mais pourquoi pas travailler pour L'Oréal à l'époque, se dire pourquoi pas essayer de trouver un job là-bas, mais c'est pas si simple non plus. Et puis, force est de constater que la nature du job me plaisait moyennement, et je lui dis écoute, toi partir d'une situation qui te plaît, que t'aimes, pour venir me rejoindre, certes, Dans un truc qui me plaît pas moi. qui me plaît pas moi, en fait ça fait juste aucun sens. Oui, bah oui. Reste là où t'es, puis c'est moi qui rentre. Et donc du coup j'ai quitté mon job à Curaçao sans avoir de suite particulière. Je suis revenu assez rapidement, j'ai eu la chance de pouvoir trouver chez Altran que je ne connaissais pas avant. Et puis après ça, voilà, j'ai fait 5 ans chez Altran. Donc c'est pour ça, en fin de compte, la fin de cette expérience entre Curaçao et Miami, c'était essentiellement pour ces raisons-là. Donc tu arrives chez Altran et si je comprends bien, tu n'es pas un simple consultant. Tu vas gérer un centre de profit C'est ça. et donc tu vas déjà manager des équipes directes. Ce qui n'est pas forcément évident parce que tu as encore moins de 30 ans. J'ai 25 ans à l'époque. 25 ans, donc tu es Ouais. jeune. Ouais. Et donc tu rentres en Suisse. C'est quoi ton quotidien chez Altran à manager tout ce monde? Qu'est-ce que tu fais globalement chez eux? Déjà, en fait, pour moi, c'était une surprise complète de me faire recruter par une société comme Altran, parce que je connaissais pas vraiment ce qu'ils faisaient, je comprenais pas vraiment ce qu'ils faisaient. C'est une société de consulting en technologie qui depuis a été rachetée par un autre grand groupe dans ce monde-là. Donc le nom Altran n'existe plus, mais à l'époque c'était quand même une société de plus de 20 000 personnes dans le monde, Ok. 250 personnes en Suisse à l'époque. Et c'est vrai que j'ai eu l'immense chance de rencontrer dans le cycle d'entretien, de rencontrer le CEO de l'époque d'Altran, qui est resté derrière quelqu'un dont je suis très proche aujourd'hui, qui a vraiment eu cette vision de se dire écoute, voilà, je te donne ta chance, tu fais 6 mois. Ça marche, tu restes, ça marche pas, tu pars. Donc, et puis je vais faire quoi? Il m'a dit écoute, voilà, je vois que tu as un profil plutôt vendeur. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui développe justement un centre de profit, enfin une business unit, et qui consiste à toute la partie prospection, la partie identification des besoins de consulting en informatique et en gestion de projet chez tes clients, qui seront dans tel périmètre. En l'occurrence, c'était les banques, les assurances et le gouvernement. Et puis, une fois que tu as identifié les besoins, c'est toi qui t'occupes aussi du recrutement, de l'embauche, de la gestion d'équipe. Donc, en fait, c'est vrai que la manière dont travaillait Altran à l'époque c'était une magnifique expérience d'entrepreneuriat parce que tu avais une gestion d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Ouais, tu étais un intrapreneur presque. Total, sans avoir les risques de l'entrepreneur. Donc en fait, c'était vraiment... Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Altran est une école d'entrepreneurs extraordinaire. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont sortis de chez Altran. Et c'est vrai que en faisant 5 ans là-bas, ça m'a confirmé encore plus ce que j'aimais faire. Pour le coup, dans un domaine qui n'était pas une passion à la base, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer, à apprivoiser, et puis à vendre en fin de compte les services de consultants en informatique, en développement logiciel, en gestion de projet, en business analyse, en transformation organisationnelle. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans chez eux. Et du coup, ce qui est intéressant avec Altran, c'est que c'est là où tu as eu une révélation presque divine et qui fait que maintenant Swebeco existe. J'aimerais que tu nous expliques
à quel moment, parce qu'on va expliquer juste après Swebeco, qu'est-ce que fait Swebeco, quelle valeur ça apporte exactement. Tu es chez Altran, à quel moment tu te dis, et justement, se pointe cette idée de Swebeco. Alors bien sûr, elle ne te vient pas tout de suite, mais en fait, tu constates quelque chose en étant chez Altran, et c'est quoi en fait? En effet, j'avais constamment l'idée de me dire, enfin, j'adorais mon job chez Altran, j'adorais mes collègues. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai revu un collègue avec qui j'ai passé des années chez Altran, donc en fait, je suis resté très proche de ce monde-là. Mais j'étais constamment en train de me dire, c'est quoi la prochaine étape? Et pour moi, la prochaine étape, elle était sûrement de nouveau l'entrepreneuriat. Donc j'avais pas mal d'idées jusqu'au moment où il y en a une, tu vois, où tu arrêtes de dormir, quoi. Tu te dis en fait non, celle-là c'est vraiment une qui persiste. Et en fin de compte, chez Altran, c'était donc une société de services en informatique française qui recrutait pas mal d'ingénieurs français. Et donc du coup, moi j'ai pas mal de personnes dans mon équipe qui m'ont dit, mais écoute Yvan, merci beaucoup pour les 1, 2, 3% de salaire que tu nous offres. Si tu m'enlèves les charges sociales et l'impôt liés à cette augmentation de salaire, il ne reste pas grand-chose. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas nous offrir des bénéfices qui sont exonérés d'impôts? Je dis, c'est intéressant, c'est quoi cette histoire? Et puis ils m'ont dit, quand on était en France, on avait accès aux tickets resto, aux chèques repas, aux chèques déjeuner, aux chèques vacances, aux chèques cadeaux, au comité d'entreprise et autres. Puis je dis, mais c'est quoi ce monde-là? Et j'ai trouvé intéressant parce qu'en fin de compte, moi j'avais le point de vue de l'employeur où tu as envie dans une large mesure de pouvoir donner satisfaction à ton collaborateur dans les mesures du possible. Et en fait, moi, je n'avais pas d'autres variables à part le salaire. Et donc, du coup, je me rappelle avoir été voir le CEO, je lui dis, mais regarde, il nous propose ça, puis il me dit, écoute, oublie, nous, on ne sait pas faire ça en Suisse, bref, c'est comme ça. Puis là, je me suis dit, mais si nous, en tant que société de 250 employés, on a ce besoin, il y a fort à parier que d'autres PME en Suisse en ont également besoin. Exact. Je partais du postulat à l'époque que les grosses entreprises avaient tout ce qu'il fallait, ce qui est à peu près faux, mais pour moi, ça, c'était une des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles quand on entreprend, mais ça faisait partie des bonnes nouvelles. Exact, ouais. Et donc, du coup, je me suis vraiment dit, en fin de compte, il faut pouvoir apporter un package plus large que salaire fixe bonus. Et ça, c'était avant 2015. Ce qui se passe début 2015, je ne sais pas si on se rappelle, mais il y avait la BNS, donc la Banque nationale suisse, qui entretenait un taux de change fictif avec l'euro à un franc suisse, qui avait payé l'euro franc suisse. Du jour au lendemain, on a pris 20%. Enfin. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu à ce moment-là, donc moi, l'idée, en fin de compte, me trottait déjà dans l'esprit. Et puis, à ce moment-là, je vois que nos clients, et l'essentiel de nos clients, mettent fin à certains projets, délocalisent des projets dans d'autres pays, parce que la Suisse était tout simplement devenue beaucoup trop chère. Puis si on analyse d'ailleurs, a posteriori, les évolutions d'augmentation de salaire, elles se sont arrêtées assez nettes à partir de 2015-2016. Elles ont repris en 2022 quand l'inflation est revenue, mais pendant des années, on est très 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 peu. Pour une raison très simple, c'est qu'en fin de compte, la marge de manœuvre des sociétés en Suisse était limitée. Et là, comme j'avais déjà cette idée qui me trottait dans la tête, je me suis dit, ok, bingo, c'est le moment, il faut que je me lance. Donc là, c'est février 2015. Là, je me mets à travailler d'arrache-pied pour monter mon business plan. Je trouve des investisseurs, j'ai envie de dire, relativement rapidement, puisqu'au mois de juillet, j'ai la confirmation qu'un investisseur me suit et au mois de septembre, je démarre la société. Moi, j'ai une question par rapport à cette idée. C'est t'en parles à qui en premier? Alors, j'en parle à ma femme, évidemment. Derrière chaque homme, il y a une grande femme. Exact. Et j'en parle à ma femme qui, à l'époque, était enceinte de notre premier enfant, qui s'est montrée réceptive, je dirais, sans plus au tout début. Parce que tu vois, quand tu es enceinte, tu as plutôt l'envie de cocooning, l'envie d'assurer l'avenir. La défiscalisation, c'est pas le sujet. D'assurer l'avenir. Tu vois, j'avais un job qui se passait très bien chez Altran, j'avais un revenu tout à fait confortable. Et là, tout à coup, tu lui dis, écoute, j'ai envie d'entreprendre et puis je vais diviser mes revenus par 2. Ça fait pas rêver, si tu veux, la future maman. Et surtout que j'ai utilisé mon congé paternité pour aller pitcher des investisseurs. Donc voilà, c'est que c'est... mauvais père. Exact, dès le départ. Donc du coup, mais en fait, elle voyait en moi aussi cette passion et qu'elle m'a jamais freiné. Elle m'a plutôt poussé, mais c'est vrai que je sentais que c'était elle n'était pas passionnée par le sujet, mais elle était plutôt passionnée par l'engouement et l'envie que tu avais envie de mettre dans ce projet. Puis elle a vu que j'avais tellement envie, elle m'a direct poussé. Donc en fin de compte, j'en ai parlé avec elle. Et puis par hasard complet, on se trouve un week-end à la montagne. Ce projet ne me quittait plus. Et puis par hasard, je croise quelqu'un que je connaissais plutôt bien à l'époque, qui avait une société de courtage en assurance essentiellement orientée B2B pour les PME. Et puis je lui dis, écoute, j'ai une idée, j'aimerais t'en parler, même pas pour lui proposer d'investir, mais plutôt parce que je voulais challenger mon idée et voir, en fin de compte, lui, qui avait un large portefeuille de clients entreprises, du coup, qu'est-ce qu'il en pensait? Et du coup, il me dit, attends, c'est une super idée, on va manger ensemble la semaine prochaine. On va manger ensemble, il me dit, c'est génial,
Tu veux combien? Et je dis, mais moi, je sais pas du tout, j'ai pas encore fait mon business plan, je suis en plein dedans. Puis il m'a dit, bah écoute, on se revoit dans 2 semaines, etc. Je te fais court, ça a été mon premier investisseur. Ok. Donc voilà, c'est Incroyable. une histoire qui est plutôt sympa. C'est un investisseur extraordinaire d'ailleurs. Donc voilà, mais tout Cet démarre comme ça. investisseur est sorti? Cet investisseur a souhaité sortir quelques années plus tard pour des raisons qui lui sont propres. Je tiens à dire qu'on est resté très proches amicalement, donc c'est pas que les choses se sont mal passées, c'est que pour des raisons à lui, il souhaitait sortir. On a organisé cette sortie et voilà, aujourd'hui, ça reste un ami très proche. Là, on parle de tout ça depuis tout à l'heure, mais les gens se disent, mais qu'est-ce que fait Swebeco? En fait, Swebeco, le modèle, c'est qu'en fait, on touche à une subtilité du droit suisse. Tu me corriges si je me trompe. En fait, on a 180 francs de lunch qu'on peut exonérer de charges. Et en fait, c'est le cœur du sujet de Swebeco, c'est que vous rendez ça possible et jouable facilement, utilisable en fait. Donc maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce que fait concrètement Swebeco? Qu'est-ce que Swebeco apporte comme valeur aux entreprises et aux grandes entreprises? Parce que tu l'as dit avant, tu as cru que les grandes entreprises, c'était réglé, mais pas du tout. Ouais. Donc, quelle valeur tu apportes à ces entreprises-là? Ok. Alors, Swebeco vient de Swiss Benefits Company. D'ailleurs, c'est ma femme qui a trouvé le nom, tu vois, comme quoi c'est très important. Je la félicite parce que c'est un très bon nom. Ouais. Donc, chercher un nom qui soit prononçable en français, anglais, allemand et suisse-allemand, sans être déformé, qui existait en .ch.com et qui avait 3 syllabes maximum. Donc voilà, c'était. Bienvenue chez Swiss Founder. Exactement. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc Swebeco Swiss Benefits Company, on est dans le domaine des avantages pour collaborateurs. On a démarré. On est venu plus tard vers la lunch card dont tu parles, mais on a démarré par une plateforme avec des rabais, des conditions préférentielles pour les collaborateurs. Donc le postulat était de dire, tu es une petite entreprise, une moyenne entreprise, tu n'as pas la force de frappe pour aller négocier des rabais auprès de grands prestataires. Un peu comme une marketplace où vous allez négocier des gros volumes. Okay. Exactement. Et donc du coup, on a commencé comme ça, en allant chercher d'un côté des entreprises avec des collaborateurs, de l'autre côté des partenaires, des fournisseurs, mettre ça sur une plateforme avec des conditions préférentielles pour les collaborateurs de nos clients. Donc, on a démarré avec ça. Assez rapidement, on est rentré dans le monde du cadeau où l'employeur pouvait offrir du cadeau sur la plateforme parce qu'on a des clients qui m'ont dit mais nous, on offre du cadeau pour anniversaire, Noël, jubilaire. Comment ça se passe? Voilà, c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde. Je leur dis mets ce montant-là sur la plateforme et c'est le collaborateur qui choisit. Donc, c'est le deuxième volet qu'on a développé. C'est les cadeaux. Puis ensuite de ça, en 2019, on a fusionné avec une autre entreprise qui s'appelait Benefits for You à l'époque et Alexis Fonrero, qui est d'ailleurs aujourd'hui mon deputy CEO et mon associé, qui était le fondateur de Benefits for You, qui lui avait développé cette carte comme les tickets resto ou autres qu'on peut connaître dans d'autres pays, qui permet justement à l'employeur de pouvoir offrir jusqu'à 180 francs par mois et par collaborateur, complètement exonéré de charges sociales et impôts, à condition de l'offrir, dit la loi, sur un titre repas. Ce titre repas, chez nous, c'est une carte Visa qui est prépayée par l'employeur, à hauteur justement de 180 francs par mois, et qui, comme c'est une Visa, marche dans l'ensemble du réseau alimentaire en Suisse. Donc, ça, c'est la proposition de valeur qu'on avait jusqu'à fin 2024, pardon. Et en 2025, on est venu apporter pas mal d'autres choses parce qu'on a beaucoup de clients qui disaient mais en fait, moi, j'ai envie d'offrir des budgets ou des bénéfices à mes collaborateurs, mais pas forcément pour le lunch ou pas uniquement pour le lunch ou pas uniquement pour les cadeaux, mais pour de la mobilité durable, pour du loisir, pour du santé bien-être et autres. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette carte vient accueillir plusieurs bénéfices sur une seule et même carte qui est cloisonnée, si tu veux, d'un point de vue logique. Donc, chaque budget a son réseau d'acceptation propre où, justement, l'employeur peut mettre de l'argent pour du lunch, pour de la mobilité durable, pour du santé bien-être, etc. Et le réseau d'acceptation, on l'a défini avec Visa. Et donc, du coup, si je prends santé et bien-être, ça va être partout où l'employé va pouvoir aller faire du sport, se faire du bien au corps et à l'esprit, si on veut bien. Oui. Dans le réseau Visa, donc tous les studios de fitness, Zumba, tir à l'arc et j'en passe, c'est extrêmement large. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée qu'on propose. Et ça, ce n'est pas défiscalisé. Ça, ce n'est pas défiscalisé. Donc en fait, tu au début, parce que c'était intéressant, c'est que, entre guillemets, moi je vois ça d'un point de vue pour trouver des clients, c'est assez efficace parce que la promesse qui est d'abord pour les entrepreneurs, c'est de dire, bon, vous voulez donner plus, en gros, plus d'argent à vos collaborateurs, mais vous ne voulez pas vous faire exploser d'impôts. Parce que c'est le sujet, en fait. À partir d'un certain stade de salaire, même si nous sommes en Suisse et que nous sommes très loin d'un pays
communiste, si je peux employer ce terme-là. Non, mais le taux d'imposition est loin d'être neutre. Non, il est loin d'être neutre, mais je veux dire, on a quand même un gap qui est plus intéressant. Ouais. Si on doit prendre, moi je suis entrepreneur en France et en Suisse, donc je sais faire la différence. Ouais. À partir d'un certain stade, en France, c'est confiscatoire, c'est-à-dire que vraiment, et pas très très haut. On n'est pas à des échelles très très hautes. La Suisse, on a un peu de marge, mais malgré tout, faut arrêter de croire que la Suisse est un paradis fiscal. En termes, c'est pas vrai. C'est un autre paradis pour d'autres choses, mais pas forcément fiscal. Et je veux dire, à un certain stade, rajouter ne serait-ce que 150 francs net dans la poche d'un collaborateur, c'est mettre le double. Exact. C'est exactement et ça. C'est un peu injuste, quoi. Et souvent, pour que ce collaborateur, finalement, aille s'acheter à manger le midi ou va se payer un abonnement de sport, etc. Bon, l'abonnement de sport, ça ne fonctionne pas, mais dans la nourriture, ça y rentre totalement. Et toi, tu as permis, grâce à Swebeco, de faciliter ça, parce que avant, ma question, c'est avant Swebeco, il y avait ces 180 francs d'exonérés. L'entrepreneur, il faisait comment? Surtout dans les très grosses boîtes, ça devait être super chiant à gérer. Alors, de nouveau, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que chez nos clients ou prospects, certains n'offrent aucun budget supplémentaire au-delà du salaire et bonus, mais ceux qui le font, parfois ils le faisaient déjà pour du repas, d'autres ils le faisaient pour de l'assurance maladie, pour santé bien-être, pour les transports, pour les transports publics, etc., etc. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la motivation chez nos clients, elle n'est pas essentiellement tourner autour de l'optimisation fiscale ou assurance sociale. Ce qui est très bien aussi d'ailleurs en fait. Et est-ce qu'au début ça t'a pas aidé quand même? Oui, bien sûr que ça aide, parce qu'en fin de compte ça convainc beaucoup de gens. Surtout il y a un ROI que tu peux calculer qui est extrêmement net, parce qu'en fait tu compares de l'argent que ce même montant tu le donnes sous forme de salaire ou sur la carte, il y a un levier qui est intéressant. Mais ce qu'on explore maintenant depuis une année, puisqu'on a développé ces autres segments sur la carte, ces autres bénéfices, c'est qu'en fin de compte, les employeurs sont intéressés d'offrir d'autres bénéfices qui ne sont pas exonérés parce qu'ils ont envie d'inciter des comportements. Ils ont envie que le collaborateur prenne plus les transports publics pour venir au bureau. Ils veulent décarboner l'empreinte de l'entreprise. Bien sûr. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de places de parc sur le lieu de travail. Donc, en fait, ils veulent rétablir une équité de traitement entre certains qui ont une place de parc, d'autres pas. Bien sûr. Ils voient qu'ils ont trop d'absentéisme. Ils veulent pousser leurs collaborateurs. Exactement. Donc, en fin de compte, le volet économie fiscale ou assurance sociale, évidemment, a un impact, mais on voit que le fait d'inciter certains comportements peut prendre le dessus, et je pense que c'est très bien. Ça aura plus de bénéfices même donc, pas purement financiers. Exact. Ouais. Donc du coup, en fait, nous, on a fait tout un travail pour venir digitaliser l'ensemble des bénéfices exonérés d'impôts sur une carte, une app, de manière extrêmement simple pour l'employeur, pour l'employé. Ça, en fait. Mais également ceux qui ne sont pas exonérés d'impôts parce qu'ils font du sens pour l'employeur, respectivement pour les collaborateurs. Pour répondre à ta question qui était de dire, mais l'employeur faisait comment avant? C'est simple, soit ils faisaient rien, soit ils offraient typiquement des allocations repas via le salaire, si tu veux. Donc, tu as ton salaire, tu as ton bonus potentiellement, et puis tu as un certain montant par mois qui était labellisé sur la fiche de salaire. Voilà. Sauf qu'en fin de compte, il vient se mêler au salaire, et donc du coup, c'est très difficile de venir flécher la dépense, de dire, mais en fin de compte, tu l'as dépensé pourquoi? Pour du repas, pour aller faire du tir à l'arc ou autre, c'est très compliqué. Donc aussi, en termes RH, tu as envie de pouvoir pousser tes collaborateurs à se nourrir sainement à midi. Et c'est pas si forcément... c'est inclus dans le salaire, on sait que les gens vont pas... Ouais, je vois ce exactement. Et puis après ça, il faut aussi dire, on a des concurrents sur ce segment lunch purement. Il y a 2 autres concurrents sur le marché qui sont là depuis bien plus longtemps que nous, qui ont un modèle d'affaires un peu différent, dans le sens où ils vont contractualiser le réseau d'acceptation. Donc, en fin de compte, ils ont un certain nombre de restaurants qui sont acceptés par leurs moyens de paiement. Et donc, du coup, notre plus gros concurrent a 9000 points de vente agréés, alors que nous, on en a plus de 40 000 sur la partie lunch. Donc, on arrive avec une offre qui est, à mon avis, assez disruptive, totalement digitale, avec un réseau d'acceptation beaucoup plus grand. C'est presque ça le cœur parce que tu disais que les grandes entreprises avaient rien de prévu, mais en fait je comprends, parce qu'en fait on se rend pas compte, mais à mon avis plus la boîte est grosse, plus c'est compliqué. Ça engendre des budgets qui sont forcément plus gros. Ouais, c'est ça. Du coup, avec des techniquement à gérer, avec des cycles d'approbation qui sont plus longs, etc., etc. Alors, on voit vraiment de tout. On voit des grosses entreprises extrêmement généreuses sous forme de bénéfices. On en voit, mais par contre, c'est la croix et la bannière à gérer. Donc, c'est vrai que de venir proposer un dispositif qui leur permet de digitaliser tout ça, de pouvoir harmoniser, de pouvoir centraliser. Parfois, ils ont plusieurs prestataires pour différentes choses. Dire, attendez, on peut tout mettre ça sur une seule app, une seule carte. C'est beaucoup plus simple pour l'employeur. Bien sûr. Et en termes d'expérience collaborateur, au lieu de lui dire, alors voilà,
pour telle chose, tu vas voir telle app, pour telle autre, tu vas voir telle carte. Non, tu as une app, Tout est une carte, il y a centralisé. tout dessus, c'est quand même un peu plus sympa. Donc, on voit tout, et de la même manière qu'on voit des PME qui ne font rien ou des PME extrêmement généreuses. On voit des patrons de PME qui sont généralement le monsieur ou madame qui a créé l'entreprise, qui ont vraiment à cœur de s'occuper extrêmement bien de leurs collaborateurs. Et je pense que pour ceux-là, on vient plutôt les aider à mettre un cadre. C'est que parfois, ils vont un tout petit peu au-delà de ce qu'ils ont potentiellement le droit de faire. Et là, on vient les aider à mettre un cadre sur ce qu'ils offrent aux collaborateurs. Donc en 2015, quand tu lances Swebeco, tu es quand même tout seul. Alors tu as quelqu'un qui finance, tu l'as dit, mais tu n'as pas de cofondateur, tu es tout seul. Est-ce que c'est un choix ? C'est pas forcément un choix, c'est que j'ai eu cette idée seule. J'ai eu la chance d'en parler avec Alessandro, qui a été mon investisseur, qui a investi au travers de son entreprise, mais donc c'est lui qui a pris cette décision. J'ai pas trouvé, il y avait personne dans mon entourage proche avec qui c'était une évidence de m'associer, si tu veux, en termes opérationnels, qui serait mon co-founder opérationnel. C'est pas forcément simple tous les jours d'être seul, surtout au début où tu te prends pas mal de claques, où c'est très compliqué, où tu as besoin. Et aussi, tout simplement, le fait d'échanger, de dire mais attends, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Enfin, tout ce côté de l'intelligence collective, pas forcément simple. Alors oui, j'ai des collaborateurs qui me rejoignent, mais tu n'as pas forcément les mêmes discussions avec un collaborateur, aussi transparente puisse-t-elle être, cette discussion, qu'avec un cofondateur qui a la vue sur les chiffres, qui sait à quel point c'est la merde. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre aussi, tout simplement. Ouais. Et puis, tu n'as pas envie au début de faire peur aux collaborateurs. Je me suis dit, s'ils savent ce qui reste sur le compte, ils se cassent, quoi. Alors que moi, j'ai besoin d'eux. Donc, en fin de compte, non, c'est vrai que c'était pas un choix d'être seul. Ça s'est fait comme ça. Tu aurais pu le lancer avec quelqu'un, ça t'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis qu'on a fusionné avec Benefits for You, Alexis et mon associé, je suis heureux, ravi, je veux dire, tous les jours qu'on puisse bosser ensemble. On est hyper complémentaires. Il m'a apporté plein de choses que je savais pas faire ou que je n'avais même pas l'idée de faire. Je pense que je lui ai apporté énormément de choses aussi. Et je pense que c'est cette complémentarité qui est extrêmement forte. Bon, est-ce qu'il y a un moment, parce que là, tu as parlé de la solitude, donc ça a été long. D'ailleurs, dans la solitude du fondateur, tu dirais que c'est quoi le plus dur ? C'est les décisions, c'est la pression financière ou c'est vraiment l'isolement, le fait de ne pas avoir grand monde à qui parler vraiment ? Pour moi, c'était essentiellement le fait de ne pas pouvoir parler de ce que tu vis. Et puis c'est vrai que tu rentres à la maison, ma femme, comme je disais, était enceinte quand j'ai démarré l'entreprise. Donc ma fille est née au mois de mai, j'ai démarré la boîte au mois de septembre. Donc du coup, voilà, elle était entrepreneuse aussi. Donc en fait, quand tu arrives à la maison, tu peux pas déballer tout ce qui se passe bien ou mal. Tu essaies plutôt de te concentrer sur ce qui va bien parce que ça te redonne un peu le sourire. Et puis c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir partager surtout sur l'état des finances et l'état du cash. Je pense que pour tous les entrepreneurs, le cash, c'est très complexe et c'est très intime aussi. Oui. Et tu sais, de savoir avec qui en parler, c'est très compliqué. C'est vrai. Ouais. Surtout quand on n'en a pas assez. Autrement, ça devient... Quand on en a, ça va. Mais... Tout se passe bien. Quand il y en a, ça va. Mais quand le cash flow... Ça, je confirme. Et puis surtout que moi, je constate quand même aussi quelque chose. C'est que les gens ont très vite une image très positive. Il suffit qu'il y ait des bureaux, que ce soit à peu près OK, qu'il y ait quelques employés qui se baladent, que la bagnole est à peu près propre, et ils disent il a réussi lui. Ah, lui ça et nous on est là, on sait très bien que pas du tout, que en vrai non, c'est la merde. Il y a que 3 mois de salaire d'avance. Et que c'est pas t'es content qu'on a 3 mois. Et encore, tu as totalement raison. 3 mois, en vrai, quand tu commences à avoir 3 mois, tu commences à être heureux. Tu dis, j'ai du temps devant moi. Je peux voir encore jusqu'à cet été. Mais ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, cette sensation où tu sens bien qu'il y a d'ailleurs, ce décalage, j'ai l'impression que plus on grossit et plus on se développe, en vrai, moins il est prenant, plus les gens sont en adéquation avec la réalité. Mais au début, il y a un peu ce truc... Et quand ça commence à marcher, mais les gens pensent que ça marche parce qu'il y a des employés et tout. Mais non, mais en fait, pas du tout. Et c'est super dur d'avoir des gens qui disent « Ah, toi, t'as réussi » ou qui ont cette image, ils sont un peu fascinés. Et toi, tu sais qu'intérieurement, c'est pas du tout fait, que ça peut se casser la gueule et ça fout la pression. Parce qu'on se dit « Mais si ça marche pas,
Mais- Qu'est-ce que les gens vont penser En même temps, l'humain, il aime bien contractualiser avec des gens qui réussissent. Donc moi, je vrai. me suis toujours dit, s'ils ont une image que tout se passe C'est bien. c'est pas plus grave. c'est bien. Euh, Mais du coup, ça contribue à la solitude dont tu parles. ça contribue Parce à que tu cette- ne peux pas parler à ces parce gens-là qu'il de y a la vérité. il y a en fait, voilà, peux pas dire ça. Tu deviens schizophrène en fait, quoi. Exact. Et entre l'image que tu veux donner, parce que tu as envie de donner une image où tout est en train de se développer, c'est génial, il y a des nouveaux Fake it. clients. Et voilà, et là, on sait plus comment faire pour faire face à la demande. C'est ça. Et en fait, c'est pas exactement ça. Donc voilà, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Je pense que c'est le propre de chaque entrepreneur. Oui. Et pas pour rien qu'on dit fake it until you make Make it. it. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'on l'a tous fait. Pas le choix. Je vois pas comment on peut faire autrement. Ah bah t'as pas le choix, c'est aussi simple que ça. Parce que sinon, les gens te lâchent en fait. Et puis de nouveau, aujourd'hui, tout est, enfin, tu vois, quand tu grandis, tout est vu sous le prisme du risque et de la gestion du risque et de voir tout analyser en avance. La réalité, c'est que tu ne sais pas la moitié de ce qui va t'arriver. Non. Donc du coup, et puis en fait, peut-être très bien comme ça. Il y a des choses magnifiques, des choses plus compliquées. Ouais. Et puis je pense que l'entrepreneur ou l'humain tout simplement doit être là, avoir la résilience de faire face à ce qui arrive quand ça arrive, quoi. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a quand même un moment où tu t'es dit je vais pas y arriver? Il y a eu plusieurs moments où je me suis dit ça va être complexe. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai eu de la chance. En fait, j'ai encore un collaborateur qui était là au tout début. Les autres, on est restés très proches, mais voilà, ils sont plus avec. Souvent, c'est comme ça, les startups. Ouais. Il reste quasiment plus personne. Exact. Et on a fêté nos 10 ans il y a quelques mois et j'ai pris la parole en faveur, en parlant à ce collaborateur Victor, et je disais mais en fait tu m'as redonné le sourire quand j'en avais plus parce que je voyais que tu y croyais plus que moi en fait, et parce que voilà, c'est vrai. et je voyais qu'en fin de compte les deux collaborateurs que j'avais, ils y croyaient tellement. Moi j'étais ok, mais en fait c'était presque pour eux que je me devais de continuer à y croire. Exact. Donc toi en fait tu dis mais en fait voilà, j'arrive pas à attirer les clients. Je vois qu'on arrive au bout du cash, j'étais en train d'essayer de lever des fonds, ça marchait pas. Enfin, tu vois, donc il y a tout plein de choses. Puis après ça, voilà, il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 choses qui se passent bien, pam, la talagnac, tu Ça continues, repart. tu repars, et puis c'est reparti. Donc oui, il y a eu 2, 3 moments qui étaient chauds, mais j'ai jamais perdu la foi dans ce que je faisais. Je pense qu'en fait, je crois très, très, très fort dans la valeur ajoutée de ce qu'on propose à nos clients, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque d'ailleurs. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'a toujours animé. Ouais, c'est marrant. Je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent auront cette personne en tête. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns où, quand on est fatigué, on est crevé, on n'en peut plus, on se dit mais qu'est-ce que je fais, quoi, genre. Et ces fameuses après-midi, en fait, on n'avance sur rien quasiment. Ouais. On est presque semi-dépressif, en fait. Ouais, on est presque dans un état léthargique, comme ça on se dit mais ouais, c'est trop, je ne sais pas comment je vais faire. Et il va rentrer à 17h30 dans le bureau. Lui, il va avoir une super forme, alors que toi, non. Et si tu as la chance de pouvoir partager quelque chose avec lui où il sait à peu près, il va dire mais non, mais tout va bien. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est géré. Là, ça va le faire. Ça, on va pouvoir régler tel problème. On va peut-être lui suggérer même un truc qui nous angoisse dans le lot. Et il va nous rappeler qu'en fait, non, mais ça, c'est bon. T'inquiète pas, ça va faire ça. Et puis on se dit non, mais en fait il y croit plus que moi, c'est pas possible, donc on va se coucher très tôt. Puis le lendemain on se réveille et ça repart. En général, moi c'est ce que je dis souvent, quand on n'y croit plus, allez vous coucher. Vous allez manger, vous allez passer une soirée tranquille avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos enfants, vous allez vous coucher, le lendemain matin ça repart. Ça repart, exact. Mais celui qui m'a beaucoup motivé dans ces moments plus compliqués du début, c'était aussi mon premier investisseur. Il a été fantastique. Il m'a jamais mis une pression non nécessaire. Voilà, tu vois, il voyait qu'il n'y avait pas besoin, parce qu'en fin de compte, il voyait que je me mettais tout seul. Il était hyper supportif. Et c'est vrai qu'on était en train de lever des fonds en 2018. Pour finir, ça s'est traduit en 2019 où AXA est rentré au capital. On était sur le point de lever avec une autre assurance. Mon investisseur en question était en voyage en train de gravir un sommet, donc pas disponible au téléphone. Il s'attendait à ce que ce soit signé en rentrant. Et quand il m'appelle, quand il arrive à l'aéroport, et je lui dis écoute, en fait, ils nous ont fait défaut. Et on avait quelques semaines de cash sur le compte. La vache. Et je lui dis écoute, voilà, il faut qu'on ferme, quoi. Et il m'a dit mais tu rigoles, t'es un malade. Puis j'ai dit un piquage, puis pas de problème, j'en remets. Puis j'ai dit mais tu m'as dit que il m'a dit pas grave, je trouverai des solutions. Et donc il me dit tu verras, ce sera encore meilleur qu'on va réussir. Et donc vraiment ça m'a vraiment marqué, parce qu'il aurait totalement pu me dire écoute Yvan, voilà, on arrive au bout de la course, j'ai déjà mis plus que ce que je pensais à la base, je vais pas en mettre. Et non, il m'a dit non, c'est pas maintenant qu'on va laisser tomber, on va continuer à accélérer. Et il a bien fait, parce que quelques
mois plus tard, on signait avec AXA pour lever des fonds. Donc, c'était un pari gagnant. Mais voilà, c'est dans ces moments-là où tu te rends compte qui est vraiment là. Quoi. Sur qui tu peux compter. Ouais, exact. Entre 2015 et 2019, justement avant que AXA arrive, avant la fusion, est-ce que tu arrives à en vivre concrètement, je veux dire? Et tu as combien de clients à la fin de cette période quand tu arrives avant la fusion? Alors, on n'a pas fusionné. On a levé des fonds. Ils ont participé on a fait une augmentation de capital et ils sont actionnaires minoritaires aujourd'hui. Donc, oui, j'arrive à en vivre. Genre, si tu veux, ça faisait partie du deal avec l'investisseur de base, c'est qu'il me fallait de l'argent pour vivre. Je ne pouvais pas faire autrement pour payer mes factures. Donc oui, j'avais un salaire qui était celui qu'il était à l'époque, mais qui voilà, suffisant, qui était là, qui était très bien. Et puis en fin 2019, donc AXA est rentré en 2019. Fin 2019, on avait de tête 40 clients entreprises. Ok, ça commençait à faire quand même, mais malgré tout, sans remettre au pot, ça passait pas quoi. T'étais encore tendu. J'étais tendu et en fait on aurait vivoté. Si tu veux, on serait peut-être toujours là, je sais pas trop comment, mais on n'aurait jamais eu des vraies perspectives de croissance. Et c'est vrai qu'AXA est rentré au capital d'une part, mais on a aussi développé un partenariat stratégique avec eux d'autre part, et qui nous a vraiment aidé et contribué à développer les activités de manière significative. Donc en fait le point de flexion, enfin le point où tout change, c'est 2019. Exact. Et c'est là où tu prends beaucoup plus ton envol, où là l'entreprise se développe largement, donc le besoin de capital il était indispensable, sinon tu aurais traîné. Ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Impossible. Okay. On est passé de 4 personnes à 60 personnes en 3 ans. Voilà, sans capital, tu le fais pas. En revanche, on n'a pas relevé de capital. Donc la dernière fois qu'on a levé, c'était en 2019. Aujourd'hui, on n'est pas en train de lever non plus. Donc voilà, on a réussi à coupler aussi une croissance organique. Donc voilà, qui nous permet aujourd'hui de financer la croissance de l'entreprise. En 2019, tu décides de fusionner cette fois-ci. Parce que AXA, ce n'était pas une fusion, c'était une participation au capital avec Benefits for You. Donc ton concurrent direct finalement. Et comment ça vient cette idée? Alors en fait, on était concurrents sans vraiment l'être, dans le sens où oui, on était les deux dans le domaine des bénéfices, mais Subeco avait développé la plateforme avec les rabais, les conditions préférentielles et le système de cadeaux, qui est un système de points à l'époque, mais bref, qui était pour des cadeaux employeur-employé. Et lui avait développé la carte pour les repas. Donc on parlait aux mêmes clients. On avait des propositions de valeur qui étaient conjointes, qui étaient proches l'une de l'autre, mais qui n'étaient pas concurrentes. Et en fait, on se rencontre à la Chambre de commerce à Lausanne, à un événement. On parle, on voit qu'on est dans le même domaine, c'était intéressant. On se dit peut-être qu'il faut qu'on collabore. Au début, on s'est dit mais peut-être qu'il faudrait donc lui, il avait développé une Subeco Lunch Card powered by Benefits for You, donc en fait qui était mise en marque blanche. On n'avait aucune relation capitalistique, c'était uniquement dans le but d'aller prospecter des clients communs. On a vu qu'on se parlait tous les jours, qu'on avait du plaisir à travailler ensemble, qu'on avait une éthique de travail qui était la même, qu'on avait des compétences qui étaient croisées. Et puis là, on s'est dit, mais tu sais quoi, de toute façon, on est à peu près proche de l'agonie, les deux. Donc, si on meurt, mourons ensemble. Et si on réussit, on réussira ensemble. Donc, je schématise un peu, mais c'était un peu ça. Donc, du coup, on s'est dit, fusionnons. On n'avait pas d'argent ni l'un ni l'autre pour se racheter. Donc, du coup, on s'est dit, faisons ça par échange d'actions pour qu'on puisse faire chemin commun à partir d'ici. Quel est l'impact juste après ça? Est-ce que les choses ont très, très vite changé juste après que vous ayez fusionné tous les deux? Alors, l'impact, disons, il n'y a pas eu d'impact financier très fort tout de suite, il faut être honnête. Par contre, on est venu agrandir notre proposition de valeur. Donc là, c'est quelque chose qui était plus intéressant. Puis c'est que moi, une des grosses questions que mes clients me posent toujours aujourd'hui, c'est quel est le retour sur investissement? Je paye des fees, des frais de licence pour accéder à la plateforme. Quel est le retour sur investissement que j'ai? Sur la partie carte, c'est plus évident parce qu'en fin de compte, tu peux lui dire, en fin de compte, pour le segment repas, puisqu'il y a ce montant exonéré d'impôts et de charges sociales, tu peux lui dire très facilement, bah oui, la carte vous a coûté tant, mais par contre, vous avez économisé tant en charges sociales. Donc en fait, le retour sur investissement, il est immédiat, il est instantané. Donc voilà. Et je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir combiner les deux et que l'économie en charges sociales générée par la carte finançait la plateforme. Donc en fait, c'était assez vertueux comme voilà. Donc on a commencé à gagner certains clients ensemble, des banques ou des sociétés plus grandes, plus petites, c'est assez intéressant. Et donc du coup, ça a clairement aidé, mais
j'ai envie de dire, la relation avec Benefits for You et surtout avec Alexis, qui est le fondateur, va loin au-delà. C'est-à-dire que lui, il a une expérience dans le monde des bénéfices qui est beaucoup plus développée que la mienne. Il vient du plus gros concurrent mondial où il a travaillé pendant 8 ans, donc il connaît extrêmement bien ce domaine-là. Moi, j'étais un novice dans ce domaine, j'apprenais un peu tous les jours. Donc c'est qu'il est tout de suite venu me donner, en fin de compte, une méthode beaucoup plus professionnelle et aussi en termes de produits jusqu'où on pouvait aller, à laquelle moi, j'avais même pas vraiment imaginé ou même rêvé au début. Donc c'est vrai que par contre moi j'apportais une connaissance du pays parce que c'est pas tout simple en tant que Français avec une bonne idée de venir développer un business en Suisse. Pas du tout. Et donc du coup moi je suis suisse, je connais bien l'environnement, j'aime bien la vente, lui c'est moins son truc, donc du coup en fin de compte c'est vrai qu'on s'est plutôt bien trouvé. Aujourd'hui, Swebeco, c'est 9000 clients. Un peu plus. Un peu plus maintenant. Au fur et à mesure que ça avance, il y en aura de plus en plus. Plus de 60 employés maintenant du coup. Exact. Un board avec AXA. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu gères ton équilibre personnel aujourd'hui, parce que c'est devenu un beau bébé maintenant. C'est une belle PME. C'est surtout une. Enfin, je pense, je pourrais vraiment pouvoir le dire, c'est une entreprise où il y a une ambiance qui est extraordinaire. On a la chance d'avoir une équipe qui est au top. Moi, j'ai la chance, en fin de compte, j'ai un comité de direction. Donc, en fin de compte, les gens que je gère moi directement, c'est des gens qui sont même plus seniors que moi, à part un qui vient d'arriver, qui est plus junior, c'est le seul qui est plus jeune que moi, les autres ils sont plus âgés que moi, donc ils sont plus au courant de ce qu'ils doivent faire tous les jours que moi. Donc je pense que je peux leur apporter plein de choses sur la vision globale, la vision de l'entreprise, sur le règlement régler différents challenges au quotidien. Je pense que c'est quelque chose que j'arrive à faire, où j'arrive à leur apporter une certaine valeur ajoutée. Par contre, moi, mon responsable produit, il connaît mieux son métier que moi, ma CTO, elle connaît mieux son métier que moi, donc je vais pas venir leur apprendre ce qu'il faut faire et j'ai pas besoin de les micromanager non plus. Donc aujourd'hui, en termes de gouvernance, on a un board professionnel, j'en fais partie, mais les autres membres du board, enfin Alexis et moi en font partie, les autres membres du board sont tous professionnels, donc ça c'est vraiment génial. Après ça, on a un excom qui est, je pense, plutôt bien structuré et organisé, et puis ensuite de ça, les équipes qui s'organisent en dessous. Donc on n'a pas non plus 50 échelons, on veut rester agile, mais je pense qu'on a une gouvernance qui fait aujourd'hui, qui allie le côté rigueur et structure, avec de l'agilité et puis une fluidité dans le partage d'informations. Voilà, c'est comme ça. Donc ça fait que niveau équilibre perso, en fait, plus tu grossis, t'as pas plus de travail, quoi. Ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Alors, j'ai pas l'impression de travailler moins qu'avant. Par contre, pas sur les mêmes sujets. Ok. Voilà. Mais pas plus, je veux dire. Pas plus non plus. Tu peux garder l'équilibre que tu avais déjà avant. Exactement. C'est qu'en fait, il y a eu une vraie bascule. On était une vingtaine de collaborateurs. Et là, je me rappelle, je m'occupais de la facturation, je faisais de la prospection, je faisais de l'onboarding client, je faisais du test produit, je faisais du RH. Et en fait, on était quand même 20 collaborateurs. Il y a le Covid qui arrive avec toutes ces problématiques, de gens qui étaient des frontaliers pour entrer en Suisse, il fallait remplir les formulaires. Enfin, c'était et là, vraiment, j'arrivais débordé. plus. Mais j'arrivais plus. Puis c'était tellement de sujets différents, dont d'une bonne partie qui ne m'intéressait pas tant que ça, où franchement, j'avais pas l'impression d'être le meilleur. Et c'est que là, c'est ma femme qui m'a dit, mais pourquoi tu recrutes pas une assistante? Et je pense que c'était une excellente idée. Oui. Et c'est que ma assistante qui m'a rejoint aujourd'hui, elle fait une partie de sa vie, c'est d'être mon assistante, mais le reste, elle gère toute la partie admin RH, toute la partie gestion des bureaux et autres. Et ça franchement, ça m'a enlevé une épine du pied, génial. Et j'ai recommencé à vraiment prendre mon pied. Donc voilà, et c'est vrai que plus tu grandis, plus tu te structures, plus c'est je dirais que le côté purement management est plus simple. Je parlais avec un entrepreneur l'autre jour qui a monté une société de plusieurs milliers de personnes. Il me disait, mais en fin de compte, c'est plus facile à gérer pour moi aujourd'hui. Oui. Où aujourd'hui, il gère un excom de pro. Il me dit, c'est plus facile à gérer aujourd'hui que à différents moments de la croissance de l'entreprise où je dois faire du micromanagement à droite à gauche. Etc. Tu vas compenser, être le joker. Voilà. Exact. Donc voilà. Du coup, vu qu'il y a une équipe vie pro perso, presque. C'est vrai que moi, j'ai un peu une théorie où quand on monte une boîte, surtout au début, l'équipe vie pro perso, c'est une notion tout à fait relative, hein, pour être honnête. Hein. Je pense que c'est même pas un sujet au début, c'est la boîte, elle fait partie de ta vie, quoi. C'est central. Mais du coup, il y a quand même des moments où tu travailles pas. C'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que tu fais du temps que tu ne travailles pas? Alors, tu utilises tes chèques vacances? Je dors. Tu dors? Non, alors j'ai de la chance d'avoir 2 enfants. Okay. Et c'est qu'en fait, le fait d'avoir démarré Swebeco au même moment où je suis devenu papa, en fait, ça te force,
en fait de tirer la prise parce que je pouvais pas juste bosser tout le temps. J'avais aussi Ta famille. ma femme, ma fille. Ma femme à l'époque était aussi entrepreneuse, avait sa propre entreprise, donc c'est pas qu'elle n'avait rien à faire non plus. Elle travaillait comme une dingue. Donc du coup, il fallait bien qu'on se répartisse les tâches et c'était très bien comme ça. Et donc du coup, ça m'a forcé dès le début aussi à devoir créer ces moments où tu es avec tes enfants. Aujourd'hui, ça m'arrive très régulièrement de travailler le soir, potentiellement tard. En revanche, le week-end, à moins d'un tremblement de terre, je bosse pas. C'est vraiment réservé à la famille. C'est off. Les vacances, pendant très longtemps, j'ai bossé. Et depuis 3 ans, on essaie justement pas forcément de prendre les vacances au même moment avec Alexis, avec mon associé, pour essayer vraiment de donner des espaces de repos. Vraiment, tu fais rien aussi de travail quasiment peu. J'essaie. Enfin voilà. Et franchement, ça marche plutôt bien. Et on sent aussi que la récupération est quand même bien meilleure. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu reviens avec des idées bien plus neuves, fraîches, parce que d'un moment, d'être tout le temps la tête dans le guidon, c'est pas bon. Non, tu peux pas. Mais au début, t'as pas le choix. Parce qu'il y a personne d'autre pour le faire. Non. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir organisé l'Excom, etc., il y a une répartition des tâches. Les gens savent où me trouver. Donc, si je suis en vacances et qu'il y a un problème, ils savent où me trouver. Et donc, voilà. J'essaie, je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais j'essaie vraiment de séparer les choses. Si demain, Swebeco est revendu, tu revends Swebeco. Qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai pas de réponse toute faite parce que c'est pas quelque chose qui m'occupe aujourd'hui. Si tu veux, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de vendre l'entreprise. On est une logique de développer. Mais en fait, ça me fait absolument pas peur. Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de me passionner pour différents sujets. J'ai une réelle envie de travailler, de développer, d'entreprendre. Donc voilà, c'est que ce serait un crève-cœur parce que, par rapport à mon day-to-day life, parce que j'adore venir au bureau, j'adore mes collègues, j'adore ce qu'on fait. Mais après ça, la vie, elle évolue, elle est faite de plein de belles choses. Donc voilà, on verra bien si un jour ça arrive. Et puis on avisera en temps voulu. Bon, il y en a plein des sujets comme ça, justement, où c'est très dur en fait, où les gens font des exits, notamment dans la Silicon Valley, où il y a des très gros exits, où c'est impossible de dire non, où c'est très dur. Ouais. Quand on vous dit à un instant T, je te rachète 1 milliard, 2 milliards, ah ouais, c'est tellement dur. Forcément, tu vois que le train passe, quoi. Donc à un moment donné, mais il faut clairement, il y a le cas par exemple du CEO de Loom, l'ex-CEO fondateur de Loom. Ouais. La plateforme vidéo, on peut prendre des vidéos, où il a pris plus d'1 milliard. Et en fait, il essaie de faire le tour du monde. Et en fait, il a expliqué son désarroi, même son côté presque semi-dépressif. Ouais. Parce que déjà, quand on a 1 milliard d'euros, de dollars, de francs suisses, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On peut quasiment tout faire. Ouais. On peut se balader en jet privé partout dans le globe. On se paye les plus beaux hôtels, les plus belles voitures. Quel est le achievement suivant, quoi? On court pourquoi? Je pense que j'ose espérer. Je pense repartir dans une autre boîte, quoi. Je pense que j'ose espérer que ton prochain achievement, c'est de faire du bien autour de toi. Je pense que et pour moi le bonheur personnel passe aussi à travers ça. Parce que oui, bien sûr, quand tu montes une entreprise, on va pas se cacher, tu le fais pas parce que tu as envie d'être plus pauvre après qu'avant. Oui. Même si c'est pas une évidence à chaque moment. Même si c'est parfois le cas. Hein. Ouais, mais si tu le fais forcément parce que tu te dis que ton idée, elle a des chances de succès et que ça porte. Voilà. L'idée, quand j'ai démarré Swebeco, je me suis dit, voilà, je vais développer ça 2, 3, 4 ans, je revends, je fais autre chose. Tu vois, je suis là après 10 ans. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué les premières phases de développement d'une entreprise. Je suis pas certain d'avoir envie de redémarrer tout depuis zéro là maintenant. Oui. Ça c'est une bonne question. Est-ce que tu le referais? Alors bien sûr, parce que franchement c'est 10 années exceptionnelles que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, mais c'est violent de développer une entreprise de zéro en termes de concessions, en termes de tout ce qu'on veut. Donc mais je peux imaginer, et j'en ai parlé avec certains qui ont fait cet exit, puis tout à coup ils se retrouvent avec du cash, puis ça t'est toujours dit, mais en fin de compte, le jour où j'ai ça, c'est le Graal. En fait, non. Donc c'est peut-être ça le problème, c'est de se rendre compte qu'en fait, ce qu'on imaginait être le Saint Graal et être le achievement ultime, ça ne l'est pas en fait. Mais si tu veux, moi, je vais être heureux quand je vais obtenir ça. Il y a plein de gens qui courent comme ça. Mais en fait, je pense que j'ai énormément de chance. Je le dis pas pour avoir des jolis mots ou autres. Je pense déjà vivre ma vie de rêve aujourd'hui. J'ai une femme que j'aime, des enfants qui sont en bonne santé, on vit en Suisse, on a la chance d'aller pouvoir skier. Moi j'adore ma vie aujourd'hui, donc j'ai pas,
Bien sûr que j'adorerais pour avoir disons, une flexibilité financière qui me permette de pouvoir envisager d'autres choses. Un yacht. Par exemple, ou tout simplement des voyages, plus de temps pour moi. Bien sûr. Franchement, honnêtement, je pense que plus de quality time pour moi, pour mon épouse, pour elle, parce qu'elle bosse avec moi aujourd'hui. On bosse les deux énormément. Je pense que c'est ce qui me ferait le plus rêver aujourd'hui. Mais j'ai pas le rêve de me dire que je veux voyager en jet privé. Enfin, c'est pas ça qui me fait vibrer tous les jours, quoi. Donc en fait, tu peux le vivre. Ouais, je pense que c'est intéressant en tout cas de penser à l'après si jamais le sujet de la vente se pose quand on est entrepreneur. Et c'est pas pour rien qu'il y en a plein qui font de la philanthropie. Ouais. Moi, je trouve bien quand on a atteint ce niveau de succès d'utiliser ses qualités d'entrepreneur pour lancer un projet soit caritatif, soit de bien public où on aide concrètement les gens, d'utiliser son cash pour ça et surtout son expérience pour améliorer, parce qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui s'emparent du sujet. Et il y a des sujets de société, des sujets qui demanderaient, ça ferait pas de mal qu'il y ait des entrepreneurs pour régler et solve le problème, quoi. Exact. Donc pour le coup, je pense qu'il faut le penser, mais dans le cadre de CEO de Loom, je pense que quand il a lancé, il s'imaginait pas au bout de 5-6 ans vendre à ce prix-là et d'avoir une opportunité pareille. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que tu n'as pas le temps de t'y préparer et en même temps de vivre un peu cette espèce de décalage, de dire non mais attends, j'ai 1 milliard et je suis malheureux, c'est bizarre. Ouais. Donc ça doit être un peu, il faut du temps pour se remettre en fait. C'est un peu comme des parents qui ont voulu avoir des enfants, puis l'enfant arrive, c'est évidemment le plus bel événement de ta vie, puis en fait tu te sens demi-dépressif parce qu'en fin de compte ça te change ta vie, pas exactement comme tu aurais imaginé, c'est très compliqué et du coup tu te sens mal de te sentir mal. Oui, là, ouais. Je pense que là, bien sûr, c'est quelque chose qui est magnifique et extraordinaire, mais après ça, voilà, tu dis and so what, et je fais quoi maintenant et puis, je pense qu'il faut rester proche de ses valeurs, tout simplement. Je pense que voilà, faut rester qui on est, quoi. Quel est le sacrifice le plus dur que tu as fait pour Swebeco ? Je pense le temps que j'aurais pu passer typiquement pendant les vacances avec mes enfants. Le temps manqué avec tes proches, ouais. Ouais, exactement. Le temps manqué. Voilà, c'est que aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'adore voir des potes, je suis très social, j'adore échanger, etc. Et c'est vrai que ton monde il se rétrécit un peu parce que tu peux voir que X personnes dans la semaine. C'est ça. En plus de ce que tu vois dans ton boulot, évidemment. Mais donc, je crois que pour moi, c'est un sacrifice. Après ça, évidemment, il y a un certain sacrifice financier. Si j'étais resté dans un job corporate qui était plutôt bien rémunéré, voilà, j'aurais pu faire d'autres choses pendant un certain nombre d'années. Je ne le sens pas comme un gros sacrifice parce que j'adore ce que je fais. J'ai toujours adoré ce que je fais, mais c'est vrai que parfois, quand tu es à zéro un peu tous les mois, c'est compliqué. C'est quand même un vrai sacrifice. Ouais. C'est pour ça que l'argument, moi, que j'entends parfois, mais c'est des gens qui le disent sans trop imaginer les conséquences quand ils le disent, mais ils disent t'as de la chance. Et t'es là, oui, là, à l'instant T, je suis chanceux, effectivement. Ouais. J'ai un cadre, etc. J'ai des avantages. Je peux me barrer en plein milieu de l'après-midi si ça me chante. L'argent va rentrer, il n'y a pas de souci. Mais en fait, on ne voit pas tout ce qu'il y a eu avant. Ouais. Et tous ces moments-là où, d'ailleurs, dans pas mal de gens qui ont de la chance, qui ont eu peut-être des diplômes, ont eu des bonnes carrières, c'est vrai que l'entrepreneur, au début, d'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est qu'on voit aussi les autres kiffer, vivre. Et toi, t'es là, t'es dans un truc. Tu bouffes la poussière. Et c'est vrai que c'est assez satisfaisant, par contre, quand on arrive à la fin qu'on arrive à un certain stade où on est mieux financièrement qu'eux, et en plus, on est entrepreneur, entre guillemets, donc on a cette stature. Et là, de dire, oui, mais moi, j'ai passé toutes ces années, bien sûr, c'est pas un combat, mais j'ai passé toutes ces années, et en fait, moi, j'ai galéré pendant que toi, t'étais en vacances, etc. Donc, ça fait partie du jeu. Heureusement que je suis rétribué à la fin, quoi. Après ça, je pense que si on se borne au succès financier uniquement, pour moi, ce serait pas suffisant, si tu veux, parce que c'est mort. C'est mort, et en fait, si tu veux, à part pour peut-être, tu as parlé du CEO de Loom après 2-3-4 ans, fantastique, mais ça, c'est des histoires qui font rêver, minoritaire, qui fait rêver tous les entrepreneurs. Oui. La réalité, c'est qu'avant d'avoir un peu de stabilité financière, généralement, il faut passer un peu plus de temps que ça. Donc, moi, si tu veux, souvent même dans les moments les plus compliqués, je suis dans la situation dans laquelle j'ai eu envie d'être. Donc, du coup, je suis maître de mon destin. C'est mon choix. Oui. Et donc, du coup, voilà, il y a un problème à régler, je vais le régler et puis on va avancer. Mais donc, du coup, je me dis, j'ai de la chance d'être là où je suis. C'est vraiment un état d'esprit de se dire, je pourrais m'apitoyer sur mon sort, mais en fait, c'est moi qui ai voulu être là où je suis. Donc, je peux en vouloir à personne et maintenant, il faut avancer, quoi.
Non, puis en fait, c'est de courir après comme cet objectif. C'est ça aussi qui nous anime en fait. Puis après, il y en a un nouveau. S'il y aurait trop d'argent trop vite, ce serait trop simple, ce serait pas drôle. Ouais. Il faut avouer. Bah oui, Il faut avouer aussi, c'est que le chemin fait partie du jeu. absolument. Et en tout cas, si on n'aime pas le chemin, il faut oublier. Oublier, n'essayez Absolument. même pas. Ouais. C'est pas la peine. Il y a d'autres moyens de devenir plus fortuné, riche. Ouais, puis même en fait, de prendre du plaisir tous les jours. Parce que je C'est pense ça. qu'en fait, avant, Oui, de bien nouveau, sûr. pour moi, il y a vraiment ce côté de vraiment d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est qu'en parlant, quand tu es entrepreneur, il y a plein de gens qui demandent ah, mais attends, j'ai une idée, j'aimerais me développer. Puis je dis, mais c'est pas une obligation d'être entrepreneur. Tu peux Tout à être fait. intrapreneur aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des parcours magnifiques d'intrapreneurs, de gens. Et tu es dans un cadre d'une entreprise où tu as des moyens, ou alors tu as des contraintes aussi, évidemment. Mais en fait, des T'as contraintes, beaucoup plus de leviers. tu en auras toujours des contraintes. Donc Toujours. voilà, ça à la limite. Oui, oui. Voilà. Mais donc du coup, il faut avoir envie aussi de se faire peur, de passer des moments compliqués, de bosser tard la nuit. Voilà. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Il y a une facture. Ouais. Quoi qu'il arrive, il y a une facture à payer. On va finir avec des questions rapides. Un mentor ou une personne qui t'a marqué dans ton parcours? Oui. Nicolas Maillard, c'était le CEO d'Altran à l'époque, Ok. qui m'a pris sous son aile, qui est devenu mon premier client. C'est celui qui t'a fait confiance au début quand tu avais 25 ans. Et quand je suis venu le voir pour lui dire que je démissionnais d'Altran pour créer ma boîte, il m'a dit qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je serai ton premier client. Il a été fantastique et très souvent, quand je suis dans une situation de négociation, que ce soit avec des collaborateurs ou avec des clients, je me dis mais comment est-ce que Nicolas gérerait le problème aujourd'hui? Ça restait un ami proche. Donc oui, absolument. Un livre ou un podcast qui t'a changé? From Founder to CEO. Ok. Qui en fait quand AXA est rentré au capital, le Dominique Casper-Nick qui est rentré au board de Subeco qui représente AXA, il m'a offert ce livre et il m'a dit voilà, maintenant il faut que c'est un changement d'état d'esprit. D'être founder c'est une chose, d'être CEO d'une entreprise c'en est une autre, et il y a tout un ensemble de choses qui doivent changer avec, et voilà ça. Il est écrit par qui? Merci. Prochaine question, j'ai oublié le nom de l'auteur. On mettra le lien dans la description. Non, mais en fait, un entrepreneur à succès aux États-Unis qui aujourd'hui a monté une grosse boîte de private equity, et voilà, le nom m'échappe. C'est un bouquin qui explique un peu la transition du founder au CEO. Ouais, c'est exactement. C'est un guide pratique. Lui-même l'a été. Il a interviewé plein de founders qui ont été des CEO si tu veux, à succès, et donc du coup qui regroupe ça comme un guide en fin de compte des plusieurs étapes à respecter. Il t'a beaucoup aidé ce livre à... Il m'a aidé parce que de nouveau dans le parcours entrepreneurial, comme tu disais, tu es très seul. Alors j'étais moins seul depuis 2019 où j'ai pu beaucoup échanger avec Alexis. Mais quoi qu'il en soit, j'ai jamais appris à faire ce que je fais. Si tu veux, c'est pas que j'ai appris ailleurs et que je suis venu le faire maintenant. Donc en fait, tu apprends chaque année, chaque mois, tu apprends de nouvelles choses. Et voilà, c'est que c'est utile parfois de se faire aider. Ouais. Ton pire recrutement? Il y en a eu. Alors, on veut pas le nom et le prénom. Ouais, justement, je sais pas. On veut pas le nom et le prénom ni ce qu'il faisait. Ouais. Mais expliquer pourquoi en fait, pourquoi c'est ton pire recrutement. Écoute, je pense. Et comment ça se fait que tu as fait ce pire recrutement du coup? Je pense que si tu veux, le cadre sacré d'une entreprise, c'est les valeurs. Et en fin de compte, il y a des moments donnés où tu dois faire des recrutements, et j'appellerais ça un recrutement parce que je l'ai recruté parce que voilà. Et en fait, si tu as besoin de t'expliquer pourquoi tu l'as recruté, c'était probablement parce qu'il y avait quand tu essaies de le justifier à toi, ouais, un petit peu. C'est exactement. Ouais. Donc c'est et disons, je vais pas expliquer ce que cette personne-là faisait, mais c'est vrai que quand tu as quelqu'un en fin de compte qui ne respecte pas les valeurs de l'entreprise, les valeurs fondamentales, du coup en fin de compte ils peuvent faire pas mal de mal. Alors ils sont peut-être très doués dans leur métier. Ils sont peut-être très forts dans la manière de s'exprimer, d'amener des gens avec eux, mais par contre, ils peuvent être très manipulateurs et faire du mal autour d'eux. Donc voilà. Et on ne transige pas avec les valeurs fondamentales de l'entreprise. Pour moi, en fin de compte, c'est le cadre rouge. Si tu mets un pied en dehors, je te propose de remettre les deux pieds dedans. Les deux pieds en dehors, c'est dehors. Ok. C'est clair, net et précis. Voilà. L'erreur qui, selon toi, t'a coûté le plus cher? Alors, il y en a plein. Il y a plein d'erreurs parce qu'on en fait tout le temps, et heureusement. Mon CTO de l'époque n'arrêtait pas de me dire écoute Yvan, il nous faut un responsable produit. Et puis je dis écoute, moi le produit, je sais ce que je veux. Enfin, je voyais pas ça comme étant l'investissement à faire. Et en fait, on a perdu, je pense, beaucoup de temps en termes de développement logiciel du fait de ne pas avoir un produit bien structuré.
Et en fait, c'est une connerie parce que j'avais passé 5 ans chez Altran où j'avais vendu des services là-dedans, mais bon, peu importe, tu vois, comme quoi le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. Oui. Et c'est vrai que le premier Head of Product qu'on a recruté, qui est aujourd'hui notre Chief Product Officer, j'aurais dû le recruter bien plus tôt. Alors ça aurait peut-être pas été lui, donc c'est dommage parce que je suis très ravi qu'il soit avec nous. Mais par contre, c'est que mon CTO de l'époque me le répétait en permanence et il avait raison. Et je pense qu'on a pris une année et demie de retard là-dessus, qui nous a coûté sur la partie développement logiciel. Un entrepreneur suisse sous-estimé selon toi? Sous-estimé. Ouais. Si t'en as pas, c'est pas grave. Hein. J'en ai pas en tête comme ça de sous-estimé. Enfin, il y en a que j'estime, mais sous-estimé. Alors, peut-être ta compagne. Alors, donne-moi plutôt un entrepreneur suisse que je devrais, selon toi, interviewer pour Swiss Founder. Il y a Fabio Ranga, je pense que tu le connais. Non, je ne connais pas. Ok. Je pense pas. Lui, il est aussi dans le domaine RH, plutôt sur la partie compensation. Pourquoi je devrais l'inviter? Je trouve que c'est quelqu'un d'assez inspirant qui a un magnifique parcours, qui est humble, qui est hyper sympa, qui est selon moi un des rares entrepreneurs suisses à vraiment avoir réussi à développer une entreprise à l'international avec grand succès. Dans 10 ans, Yvan, il fait quoi? Il est encore CEO, il fait quoi? C'est rigolo parce que c'est ce que je pose. C'est des questions que je pourrais poser moi aux entretiens, mais comme j'ai l'habitude de la poser, pas qu'on me la pose, c'est toujours plus gênant. Tu te la poses peut-être même pas, en fait, t'en sais rien. Non, en fait, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans 10 ans, soit je suis toujours chez Subeco et je serai toujours en train de développer Subeco, ce qui m'irait extrêmement bien. J'espère avoir un peu plus de temps pour mes loisirs. Ok. Voilà. Donc Subeco à la limite, parce que c'est là où tu as le plus de chance. Si tu te relances dans un nouveau projet. Pourquoi pas? On sait pas. Oui, tu peux avoir un nouveau projet qui est autre et qui prenne moins de temps. Mais j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en termes professionnels, dont la fonction que j'occupe aujourd'hui me passionne. Donc je me vois pas. Tu vois tout à fait dans 10 ans être absolument, toujours là. J'ai beaucoup de plaisir et ça me donne beaucoup de bonheur. Puis après ça, j'ai des enfants qui grandissent. J'aimerais bien que dans 10 ans et pendant ces 10 ans, je puisse passer du temps avec eux pour les voir grandir. Si tu avais 1 million de francs à investir demain, tu les mets où? Dans Subeco. Bonne réponse. Est-ce que tu as... Mais Subeco ne cherche pas d'argent. Donc, donc du coup, bon, c'est fini le bootstrapping. Là, aujourd'hui, on ne cherche pas, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Aujourd'hui, tout ce que j'ai pu avoir, je l'ai mis dans la boîte. Si tu veux. Donc, on est voilà. Après ça, il y a des projets. Tu peux avoir des projets immobiliers autres qui t'excitent. Enfin, voilà, il y a sans doute d'autres choses. Si je dois avoir 1 million en cash, peut-être que je réfléchirais de me dire c'est peut-être le moment de diversifier. Parce que d'être très concentré, c'est bien, mais c'est pas super malin pour toujours. Non, c'est donc, vrai. donc voilà. Donc, honnêtement, je me suis pas posé la question parce que je suis pas dans cette situation-là aujourd'hui. Et je me dis que je m'en occuperai le jour où ça m'arrive. Si tu devais relancer une boîte demain dans un autre secteur, ce serait quoi? Écoute, je pense qu'il y a plein de secteurs. Alors, je pense que plein de CEO vont te dire dans le domaine de l'IA. C'est vrai que c'est sans doute tu vois, le domaine qu'elle vend en poupe aujourd'hui. Je pense que c'est soit dans un secteur qui peut apporter de la valeur ajoutée à un grand nombre de personnes. Je pense qu'en fait, si tu veux, ton marché adressable doit être grand pour que tu puisses avoir des chances, enfin, si tu veux, des chances de succès qui soient raisonnables, exactement. Ouais. Et sans doute, soit dans le domaine de l'IA ou aider pour aider par l'IA de manière très forte. Une question subsidiaire d'ailleurs, tu utilises l'IA régulièrement toi pour Subeco? Absolument. Donc en fin de compte aujourd'hui on a mis en place, j'ai un collaborateur qui est en charge de la transformation IA, c'est qu'on est né avec le digital mais on n'est pas né avec l'IA. Bien sûr. Donc du coup je pense que cette transition elle doit s'accompagner dans la manière de travailler, dans la manière de réfléchir, dans la manière de concevoir la suite. Donc nous aujourd'hui l'IA on travaille sur deux pans et demi, il y a un troisième sur lequel on va travailler, mais le premier c'est l'efficience opérationnelle, vraiment de faire en sorte de pouvoir introduire l'IA partout dans l'organisation où on peut, que ce soit de la finance à la vente, au développement logiciel, au testing, à tout ce que tu veux. Ça c'est un premier volet. Là aujourd'hui on a très concrètement on a déjà démarré, on a introduit tout un ensemble d'outils. On peut déjà voir aujourd'hui
des retours sur investissement qui sont vraiment intéressants. Il y en a un autre qui est d'embedded l'IA dans le produit, que ce soit pour aider nos clients employeurs à mieux utiliser ou à mieux proposer, ou enfin voilà, d'être force de proposition et d'avoir en fait un outil, le côté admin RH qui soit le plus conversationnel possible. Et puis deuxièmement pour le collaborateur, sur l'utilisateur de nos solutions. Et puis le troisième, c'est vraiment, on a énormément de data. Et aujourd'hui, on les utilise de manière réactive, mais pas prédictive. Et donc, du coup, ça c'est le troisième volet sur lequel on est en train de travailler. C'est vraiment pour utiliser toute la partie BI de manière intelligente. Et toi, personnellement, tu as une IA que tu préfères ? Alors, je pense comme beaucoup, j'utilise ChatGPT pour beaucoup de choses. On est en train de faire le choix d'un outil au niveau entreprise, donc c'est pas certain qu'on reste sur ChatGPT, qu'on parte sur Surtout que Anthropic. B2B, par exemple, on a beaucoup Claude aussi, Anthropic. Exactement. Moi, c'est une de nos préférences, notamment pour le développement logiciel. Exact. Donc nous, ils sont incontournables. Exact. Donc nous, on travaille déjà, pas mal de personnes au sein de Subeco travaillent avec Claude. On est actuellement en train de faire, on a un cabinet externe qui est en train de nous accompagner pour faire une analyse globale de l'ensemble des départements chez Subeco, de voir d'une part quel va être sur l'outil généraliste de base que tout le monde va utiliser, qu'on prenne des licences pour l'ensemble des collaborateurs pour des raisons de privacy et autres. Donc du coup, je ne suis pas certain que ce soit ChatGPT. C'est pas exclu que ce soit Anthropic, mais ça, c'est pas encore défini. Et puis ensuite de ça, évidemment, chaque département aura besoin de ses IA spécifiques. Et donc du coup, on est en train de faire ce travail-là qui va se terminer au milieu de cette année. Et je pense qu'on pourra vraiment parler d'une transformation d'IA au sein de Subeco, je pense, pour la deuxième partie de cette année. De toute façon, pour tous ces acteurs américains, notamment pour le marché suisse et européen, je pense que se jouera un sujet au bout d'un moment de baser une partie des data centers et des serveurs ici. Ce ne sera pas possible parce qu'en fait, il y a un transfert d'informations. Je pense qu'on peut difficilement faire, même une boîte mail, je ne suis pas sûr que c'est aussi intrusif qu'une IA, parce qu'une IA, on peut vraiment balancer beaucoup d'informations, parce qu'on la traite, on la gère, on l'interroge, on la questionne, elle nous répond. On sait que maintenant, l'IA est très utilisée, notamment pour des dilemmes personnels, relationnels. Ouais. Donc, on imagine le niveau de détail qu'on pourrait donner, qu'on ne donnerait même pas par email. Non, mais c'est clair, jamais. Et donc, s'il n'y a pas un effort qui est fait, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés, même d'ailleurs, tout bêtement, pour des questions même purement d'énergie et de répartition, ce ne sera pas possible en fait. S'il faut tout baser aux US, il va falloir augmenter la consommation d'électricité par 10, ça ne va pas marcher. Non. Et la Suisse a la chance, entre guillemets, aussi, et on prend nos voisins français aussi, d'avoir la possibilité de générer pas mal d'énergie, y compris décarbonée. Donc ça a beaucoup de sens. Et on a des acteurs qui sont d'ailleurs assez prenants sur le sujet, comme Infomaniac. Qui gère très bien cet aspect-là. Mais tant que ça, c'est pas géré, on puisse pas, en tout cas, hoster soi-même ces LLM. Ça serait une solution aussi, de pouvoir prendre plusieurs racks serveurs chez Infomaniac et qu'on paye la licence de chez OpenAI. Et OpenAI gère l'infogérance et les updates, l'API et tout le reste. Et les datas restent stockées ici localement. Sinon, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Nous, on fait très très attention sur la partie data. On est certifié ISO 27001. On s'engage, on a pas mal d'engagement vis-à-vis de nos clients sur la partie data, où se trouve la data, quel type de data, etc. Évidemment. Donc nous, c'est un réel sujet. Mais par contre, aujourd'hui, malheureusement, il y a peu d'outils. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a peu d'outils européens. Mistral. Il y a Mistral. Mais Mistral, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, leurs serveurs sont qui sont sur Azure, AWS, je ne me rappelle plus. Donc, mais il y a la possibilité, ils ont de l'open source, donc ils peuvent te faire ils ont des solutions clients qui peuvent te mettre en place. Mais je pense que la solution viendra aussi d'acteurs suisses qui mettront en place ces solutions open source et qui les géreront. Parce qu'on prend ne serait-ce qu'un modèle chinois DeepSeek, qui est un très très bon modèle open source, c'est peut-être même le meilleur dans sa catégorie, avec la partie réflexion, thinking, etc., qui est mis en place. Faudrait juste des équipes ici ou des entreprises suisses qui puissent déployer ces... parce que pour de l'API simple, pour du conversationnel, par exemple, pour Subeco, pas pour du développement par contre, ça c'est autre chose. Mais le développement par exemple c'est moins touchy, parce que si on développe des interfaces, on s'en fiche, il n'y a pas de données sensibles. Absolument pas. Et puis on n'est pas obligé, au début on la teste avec des données... anonymisées, de toute façon, tout est scramblé en fait. Donc, c'est ça, donc, mais si ça doit être de la donnée interne avec de la data interne, on peut totalement utiliser un modèle chinois, américain, français, mais il faut qu'il soit open source. Et donc à mon avis la solution viendra aussi beaucoup plus d'acteurs
qui en aideront Suisse, en Suisse à mettre en place ces modèles open source, parce que dans plein de cas de figure, d'ailleurs ça va être le sujet aussi de 2026, c'est qu'on parle des LLM, donc les Large Language Models, mais on parle de plus en plus des SLM, donc les Small Language, Small Language Models, donc en fait d'avoir des tout petits modèles qui savent faire un sujet précis, qui sont entraînés pour. Ils sont Et très là, spécifiques. Et là, typiquement, on peut totalement les stocker en Suisse et avec des modèles comme Mistral, Basic, DeepSeek, open source. Mais il va falloir avoir les entreprises qui d'ailleurs puissent faire le suivi et la gérance, quoi. L'infogérance, c'est un gros sujet, quoi. Mais je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Passionnant, qui fait peur aussi, parce que tu te demandes, en fait, le marché du travail va ressembler à quoi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a des enfants qui ont 8 et 10 ans. Les orienter pour le boulot de demain, c'est quoi ? C'est extrêmement compliqué. J'ai pas de réponse aujourd'hui, mais voilà, je pense que les années qui viennent vont être assez intéressantes. Nous aujourd'hui, notre marché, c'est les employés. Donc c'est un vrai sujet en fait. C'est un vrai sujet. Je pense pas qu'il y aura plus d'employés demain. Je veux dire, mais quelle est l'évolution sur le marché du travail ? Je sais pas. C'est une vraie question. Peut-être qu'à l'occasion, on pourra faire un deuxième épisode. Avec si plaisir. toi, tu es passionné par l'IA, moi, c'est le cas. Ouais. On pourra faire un épisode spécial. De toute façon, dans Swiss Founder, il y aura des épisodes spéciaux où, selon les échanges que j'ai avec mes interlocuteurs, si je vois qu'il y a des atomes crochus sur des sujets intéressants, si on peut les aborder plus en détail et pas forcément parler de l'entreprise, mais du sujet de l'IA, parce que... Je pense que dans quelques mois, on va pouvoir, j'espère en tout cas, c'est le but, c'est pour ça qu'on investit. Communiquer dessus aussi, Communiquer dessus, puis surtout moi, mon but, et j'ai été très clair avec tous nos collaborateurs, je ne souhaite pas dire au revoir aux collaborateurs parce qu'on a mis en place l'IA, si tu veux. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de permettre aux collaborateurs d'avoir un quotidien qui soit plus plaisant, qui puissent avoir un ou des agents qui viennent les aider dans leur quotidien, qui puissent faire plus de ce qu'ils font aujourd'hui. D'être plus productifs. Plus productifs. Et surtout, moi, j'en ai plein. Je veux dire, tu prends un sales, ça les gave d'aller remplir le CRM, etc. C'est merveilleux pour ça. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on a mis en place des outils qui nous permettent de pouvoir de retranscrire l'ensemble des calls avec les clients, qui te permettent d'avoir les notes, qui permettent d'aller populer le CRM automatiquement. Franchement, c'est fantastique. Je veux dire, et là, pour moi, il y a zéro valeur à ce que les gens continuent à faire ce job. Et surtout, tu as une uniniformité. Parce que, parlons des sales. Il y a autant de manières de renseigner un CRM qu'il y a de sales. Donc voilà. Donc je pense que ça apporte une réelle valeur ajoutée. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de frein à l'adoption du tout. Parce qu'ils étaient tout ça trop bien. Même chose pour l'IT. Il y a des outils comme Claude, comme Aikido et autres qui apportent beaucoup de valeur ajoutée. Alors oui, il y a peut-être un peu de friction au début. Je peux comprendre que pour les développeurs aujourd'hui, ils se disent « Oula, ça va me remplacer toute cette histoire ». Mais en même temps, tu le fais pas, tu seras de toute façon remplacé. Donc, pousser à mettre en place ce genre d'outils. Nous, on n'est pas du tout en train... moi, je préfère que l'équipe technique, nos ingénieurs restent là, continuent à apporter de la valeur. Et voilà, utiliser l'IA pour en apporter plus, mais pas pour les remplacer. Absolument pas. Non, c'est pas. Mais de toute façon, ça, c'est pas, à mon avis, un sujet très court terme. Par contre, faut être très clair. Moi, je suis en train de fermer une agence web parce que je vois bien que c'est de plus en plus dur de faire le même chiffre d'affaires et de conserver un peu de marge. C'est de plus en plus dur. Moi, je suis en plus dans un marché qui est, moi, je l'appelle le petit marché, c'est-à-dire le marché entre 5 et 6 chiffres, qui n'est pas gigantesque. Le dev, en plus, il y a un gros sujet produit, prévoyance dès le départ. Moi, il y a un projet qui a failli me faire couler parce que j'ai perdu énormément de temps et de valeur sur le déploiement du produit entre ce que le client voulait, la réalité et le test. Enfin bref. Et là, par exemple, si je suis totalement objectif, il y a beaucoup de développeurs, j'ai envie de dire standards, qui ne font pas le poids face à un. Nous, on utilise Bolt, par exemple. On utilise Lovable pour une partie des sites. Enfin, moi, sur des parties designer où ça prend du temps, où je dois faire des retours, où je suis moi-même le marketeur, entre guillemets, où il y a de la lenteur. Voilà. Là, je suis là, en live, en une après-midi, je teste mon idée. J'y réfléchis, je vois qu'en fait cette approche elle va pas, je la corrige tout de suite. Ah oui, et ça tous les gens qui commencent Bootstrap, qui démarrent, ils ont mis le temps de mettre 1000 francs suisses de crédit chez Bolt, de tester leur idée tout seul, ils iront beaucoup plus vite. Ouais. Et éventuellement après de se faire accompagner par un développeur pour consolider, structurer et ensuite faire le suivi. Mais c'est vrai que le code est le premier concerné de toute façon, très clairement. Et aussi, il faut aussi avoir un esprit critique aussi sur les entrepreneurs et aussi certains salariés, parce qu'au bout d'un moment, je prends ne serait-ce que les avocats, pour ne viser que.
Les avocats, je suis désolé, moi j'ai besoin d'avocats, j'en aurai toujours besoin, mais sur l'aspect juridique, moi j'ai les meilleures réponses avec l'IA que ce que les 3/4 des avocats peuvent me donner. Et ça, au bout d'un moment, c'est un peu problématique. On a aussi eu, dans le monde du travail, des abus. Il y a des entrepreneurs qui, clairement, facturent des sommes colossales et ils ont, mais rien foutu, quoi. Ouais. Et donc, il y a l'IA qui vient et quand on a une tête bien faite... Elle remet un peu l'église au milieu du village. Exact. Par contre, c'est vrai que je pense que sur certains sujets, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé et travaillé avec des avocats, on va continuer à le faire. Vous inquiétez pas. Je pense que l'IA peut pas vraiment remplacer ce que ces avocats-là font, notamment dans la négociation de contrats. Oui. Là, on a tout un volet où on a cette problématique réglementaire ou fiscale. Je suis pas sûr que l'IA va pouvoir me permettre d'aller négocier avec la FINMA ou avec les autorités fiscales. Bien sûr. Tu veux. Donc, je pense que oui, ça peut aider. Je pense dans la rédaction, ça peut aider dans plein de choses. Tout à fait. Dans la réflexion aussi. Maintenant, je pense que voilà, c'est l'IA tout seul, à mon avis, ne marche pas. C'est que c'est la combinaison des deux, en fin de compte, où tu arrives vraiment à décupler les forces. Donc, ouais. Mais c'est pour ça que je dis, dans ce genre de cas, moi, en tout cas, dans mon cas de figure, mon agence ne fait plus sens. Je prends conscience de ça, sans animosité, sans problème. Je lui dis au revoir. Je fais ça pendant 15 ans, ça me pose pas de soucis. Mais très concrètement, là, on peut pas faire... là, dans mon cas de figure, je ne peux pas faire la bataille. C'est pas possible. C'est un tel bouleversement que... pour moi, j'ai meilleur temps de lancer une agence IA qui aide à monter un projet dev IA éventuellement, où au lieu de dépenser 50 000 francs sur un projet, on en dépense 10 et on met une très bonne personne en face de l'IA pour bien structurer le projet et avoir des bonnes idées. Mais sinon, agence dev toute seule, compliqué, vraiment compliqué. Dernière question, allez, un conseil, parce qu'on est en Swiss Founder, donc on est là pour inspirer les Suisses à essayer de monter leur boîte, à essayer de les motiver. Un conseil pour quelqu'un qui hésite à se lancer. N'hésite pas. Voilà. Franchement, c'est... réfléchis pas trop. Non, réfléchis pas trop. Je pense, ça sert à rien de vouloir tout cerner, tout comprendre en amont. Est-ce que monter une boîte, c'est pas un peu comme décider de faire des enfants ? C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tellement grosse part d'inconnu. Mais en fait, au fond, tu sais que tu as envie d'avoir un enfant. Donc, parce que si tu réfléchis trop, t'en fais pas. T'en fais pas, non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, réfléchis pas, mais en même temps, si vraiment si ça te stresse déjà avant de commencer, écoute, toi aussi, c'est peut-être qu'il y a une raison. Oui. Donc voilà, c'est que si tu sens cet enthousiasme qui vient vraiment de profond et qui t'empêche de dormir, mais franchement, le meilleur moment, c'est aujourd'hui et hier, quoi. Ouais. Donc voilà, il faut y aller. Puis au pire. Puis aussi, une autre chose, ça sert à rien de tomber amoureux de son idée. Alors, c'est quelque chose que tout le monde dit, mais c'est vraiment essentiel. Oui. Nous, notre modèle d'affaires, on a pivoté je ne sais pas combien de fois, on a fait évoluer notre produit. En fait, le plus important, c'est ce que le marché veut. Et ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. C'est le marché qui a raison. C'est le marché qui a raison. Il faut aller se confronter au marché, il faut aller parler au marché, il faut écouter le marché. Il faut dire merci quand il y a des critiques constructives qui arrivent, même si c'est dur. Parfois très dur, parce qu'en fin de compte, tu dis putain, j'ai travaillé comme un malade pour ce truc-là, puis on est en train de dire que c'est de la merde. Donc voilà, c'est dur, mais il faut les prendre comme des cadeaux. Yvan, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci d'avoir été aussi transparent sur les moments difficiles, sur la solitude, sur les doutes. Avec plaisir. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont se reconnaître dans ton histoire. Beaucoup d'aspirants entrepreneurs qui vont se lancer, qui vont se dire pourquoi pas moi, franchement. J'espère pour eux. il faut en tout cas, on les encourage à le faire. C'est le but de Swiss Founder, c'est d'inspirer les Suisses, et pas que les Suisses, les entrepreneurs en Suisse à développer leur boîte et à se lancer. Alors pour ceux et celles qui veulent découvrir Swebeco, on mettra le lien en description. Avec plaisir, n'hésitez pas. Des entrepreneurs on est là pour vous. J'ai besoin de Swebeco en fait. J'espère bien. Tout de suite, il faut que je les contacte. Ouais. Donc on va leur mettre les liens dans la description. Évidemment, si l'épisode vous a plu, les amis, s'il vous plaît, partagez. Partager, c'est le bonheur. Ce podcast fait repousser les cheveux, revenir l'être aimé, et vous fait augmenter votre chiffre d'affaires. Ouais. Donc, n'attendez pas. Ouais. Partagez cet épisode si vous savez que ça peut aider quelqu'un qui va se lancer ou quelqu'un qui est déjà dedans. Partagez-lui l'épisode. Évidemment, on est sur Apple Podcast parce qu'il y aura un épisode audio. Et vidéo, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, on est partout. On est partout. On va essayer de faire le maximum pour que Swiss Founder devienne une très belle communauté. Et écoutez les amis, à dans 2 semaines pour un prochain épisode de Swiss Founder. Et puis Yvan, on se reverra sans doute pour un épisode IA. Et puis pour faire aussi le que sont-ils devenus, parce qu'il faut savoir qu'on a un concept ici
les gens vont revenir au bout d'un moment, un peu comme dans l'amour et dans le pré, Ouais, pour voir magnifique. qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Ouais, Donc je avec serais grand ravi de plaisir. pouvoir te Avec réaccueillir grand plaisir. Merci beaucoup pour dans un l'invitation. épisode de Suisse Fondeur. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.